Alors, on va parler des Lituri, on va parler des Djougou, on va parler de l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Sur ce fait, nous recevons pour vous M. Jean-Marie Ndjaza, député national de Djougou, élu de Djougou. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien portant ici à Kinshasa. Très très bien portant. Alors, vous aurez dû être dans votre fief électoral. Ce sont des vacances parlementaires. Oui, justement. C'est justement ça le problème aussi. Comme on venait de l'annoncer, je suis élu des territoires de Djougou. Il n'y a pas moyen de pénétrer à 1 mètre de territoire de Djougou. De Djougou. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Oh. Ça va faire combien? 6 ans. 6 ans. 6 ans depuis 2017 que Djougou a fait à 100, comme vous pouvez bien le savoir. Mais la situation change presque chaque année, si pas chaque mois. C'est comme ça que Djougou est maintenant, rien ne fonctionne. Et comment vous avez été élu parce que les élections, c'est en 2023. Ah oui. Comment on a été élu? Je suis un acteur de la société civile. D'abord journaliste comme vous. Avec le bon travail, je me suis fait les noms. C'était un. Oui, non, j'ai dit dans les contextes là, parce que vous avez dit dans le contexte, la situation sécuritaire ne permet pas vraiment l'accessibilité dans ce coin. On ne pouvait pas, on pouvait faire ce qu'il fallait faire pour persuader jusqu'à ce groupe armé. Vous entriez là? On n'avait pas le choix. On y entrait, on aidait là, et on connaît le coin. De façon que là où on ne peut pas pénétrer, on ne pénétrait pas. Ceux qui peuvent pénétrer, on les utilisait. Et voilà comment on a fait pour enfin participer aux élections. La situation sécuritaire là est indécise. La situation sécuritaire jusque-là, alors qu'il y avait une lueur d'espoir après le dialogue de Arou 2, à notre grande surprise, CRP a tout, la CRP de Thomas Lubanga a tout chamboulé quoi. Parce que c'est le seul groupe armé qui n'a pas participé dans ce dialogue. De Arou 2. Parce qu'il y a eu Arou 1, c'est pour cela qu'on parle de Arou 2. Et je crois mécontent de n'avoir pas participé. Le groupe a voulu saboter le protocole d'accord de cessation des hostilités issu de Arou 2. Voilà, au niveau des Arou 2, il y avait combien de groupes rebelles qui étaient réunis? Je crois 6, la Codeco était là, l'autodéfense Zahir était là, MAPI était là, FPIC était là, Chinyatoun était là, et la plus grande et la plus ancienne groupe rebelle, la FRPI, était là aussi. Tous ces groupes armés ont plié aux exigences telles qu'ils se sont connus là-bas à Arou. À la différence de la CRP seule, qui sabote et qui pousse les autres à aller au-delà de ce qu'on attendait. Mais voilà, tous ces groupes rebelles qui sont là, malgré Arou 2, ils continuent à s'aimer l'insécurité dans cette partie. Justement, ils continuent de semer la sécurité. Je crois pas vraiment contre la population civile, mais ils se sont illustrés plutôt à accepter de combattre la CRP si la CRP continuait. C'est comme ça que je crois que j'avais déjà répondu à une question pareille ici, dans 5 questions, que le groupe armé comme la Codeco s'est illustré dans l'attaque directe des bastions de la CRP. CRP, oui, de Thomas Lubanga. Mais il a créé encore un autre mouvement. Non, Thomas Lubanga, avant d'être arrêté et condamné par la Cour pénale internationale, avait un groupe armé, l'IPC. L'IPC qui a migré vers un parti politique, qui est en suspension maintenant. Mais c'est après l'IPC. Quand il est allé en Ouganda. Quand il est allé en Ouganda, c'est de là. C'est là que maintenant il a créé la CRP. Mais la CRP qui vient aujourd'hui, CRP combattue par les autres groupes rebelles. Oui, CRP est combattue par les autres groupes rebelles parce que CRP sème la zizanie alors que tout le groupe armé était prêt
à faire la paix. Donc tout ça, donc, CRP, c'est soutenu par les M23. Ils sont soutenus par les Ils ont une liaison. Ils ont une liaison, excusez-moi. Et c'est difficile de parler avec précision. C'est des malins qui ont déjà des années dans la rébellion. Ils connaissent comment ça fonctionne. Et derrière tout cela, il y a l'Ouganda. Alors mais là, c'est quoi? Ituri, on voit, depuis plusieurs années, c'est devenu les bastions des groupes rebelles. C'est-à-dire que la province n'arrive pas beaucoup plus à se développer à cause de ces gangrènes. Et pourtant, c'est une province. Si un jour vous serez à Bunia, par exemple, vous allez voir ce que la province dégage comme l'espoir, ce qu'elle peut devenir si elle est calme. Mais je crois que ceux qui tirent dividende de ces désordres, des sangs qui coulent, ils ne veulent pas lâcher parce que les sangs, apparemment, ça paye beaucoup. Nous, on ne comprend pas pourquoi on peut bâtir sa vie dans les massacres de populations civiles et s'en féliciter. Et faire de ça une façon de se faire de la santé politique. Alors qu'il y a les Ougandais qui sont là. Les Ougandais qui sont là. Oh, ou bien c'est eux qui tirent les ficelles. Les Ougandais... Parce que pour eux, c'est qu'ils veulent d'abord économiquement, oui. l'Ouganda tire énormément de profits de l'Ituri. Parce que l'économie entière de la province de l'Ituri dépend à une bonne proportion de l'Ouganda. L'économie du Nord Kivu dépend à une bonne proportion. Il y a une très longue frontière avec les deux provinces. Vous voyez, des territoires d'Aru jusqu'au territoire Irumu. Ça fait 5 grands territoires qui forment la frontière avec l'Ouganda. Si vous prenez maintenant au Nord Kivu, le territoire de Beni et de Lubero, Rutshuru, 3 grands territoires avec l'Ouganda. C'est très long. C'est comme ça que même lorsque Bunagana était fermé, l'Ouganda n'a pas pu supporter longtemps. L'Ouganda a ouvert la frontière avec Bunagana aujourd'hui. Ça donne les crédits, ça donne ça fait le mouvement entre l'Ouganda et le Nord Kivu, alors que c'est la partie contrôlée par les rebelles. Voilà, il y a, je sais pas, un téléspectateur qui nous suit à partir de l'Ituri. Oui. En direct. Alors, il dit ceci. Il dit qu'il veut vous recadrer. Oui. Il dit que je veux recadrer votre invité qui est sur les plateaux. Je suis en train de vous suivre. CRP n'était pas à Aru 2. Oui, c'est il ça dit que que c'était pas à Aru 2. Ouais. Et quand il dit que Codeco est dans sa connotation communautaire, s'attaque à CRP, c'est très faux. Le grand malheur de l'Ituri, c'est la Codeco. Elle s'attaque aux populations civiles, surtout les EMA, jusque dans les sites de déplacés. Tous les groupes rebelles sont nés suite à l'activisme de Codeco. Non, je suis d'accord avec lui. Codeco, c'est le grand mal. Codeco? Oui. Codeco a tué. Personne n'a discové. Codeco a tué jusque dans les sites de déplacés, justement, c'est vrai. Mais il faut que l'auditeur qui dit cela sache que il a été prouvé que dans les sites de déplacés, c'est caché de porteurs d'armes qui sortent des sites de déplacés pour aller attaquer justement ces Codeco. Et le Codeco les poursuivait. Se prouver noir sur blanc. Interroger les services de sécurité de la province de l'Ituri. Parce qu'ils disent le malheur de l'Ituri, c'est Codeco. Non. Mais Codeco s'est retrouvé au niveau des Aru 2. Ce n'est pas une erreur de casting. Vous parlez avec... c'est peut-être que l'auditeur il maîtrise très peu les contours du travail fait pour la paix. Codeco a commencé à participer dans le processus de paix il y a longtemps. Vous allez bien vous rappeler que le processus de paix de Nairobi a commencé, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça a commencé par Nairobi 1. Et à Nairobi 1 de l'Ituri, seul le groupe, la FRPI, a participé dans Nairobi 1.
Codeco a rejoint dans le Nairobi 2. Nairobi 2, les gens ne comprennent pas beaucoup parce qu'il s'agissait des consultations des groupes armés qui acceptent de participer dans ce processus. Codeco a participé de là jusqu'à Kinshasa ici. Codeco a participé activement. Moi, je suis allé à Nairobi à 3 comme membre de la société civile et responsable de ma communauté. Attendre cet auditeur doit appartenir à la communauté Hema, certainement. Et Thomas Lubanga, qui a créé la CRP, est de la communauté Hema. Il y a dans la communauté Hema des gens qui soutiennent cette rébellion. Il y a dans la communauté Hema des gens qui sont contre. D'ailleurs, il n'y a pas une semaine, j'étais en train de féliciter le président de l'association culturelle qui regroupe tous les Hema, de l'Irumu jusqu'à Djougou. Je l'ai félicité pour le dernier communiqué qu'il venait de faire où ils ont dit ouvertement non à cette déstabilisation que Thomas Lubanga est en train de vouloir créer alors que la population en a souffert énormément. Et donc il y a eu une petite confusion dans la tête peut-être par fanatisme de notre auditeur, téléspectateur. Il n'a pas tort quand il dit que Codeco a beaucoup fait du mal. Et Codeco s'attaque beaucoup plus à des paisibles populations civiles. Surtout les Hema. Dans les sites des déplacés, surtout donc les Hema sont victimes je vais vous de dire toutes les précédemment attaques. que les groupes armés qui sont à Ituri sont tous à connotation tribale. Communautaire. La Codeco dit défendre la communauté Lendu. Lendu. Oui. Ok. L'autodéfense Zahir, MAPI disent se défendre contre la Codeco et défendre la communauté. Tous ces groupes rebelles soutiennent leur communauté. Chacun de ces groupes soutient leur Donc c'est ça le communauté. problème. C'est quoi les vrais problèmes maintenant de l'Ituri et c'est quoi la Le vrai solution? problème de l'Ituri, c'est qu'il y a des communautés qui veulent dominer les autres. Et ça remonte de très très longtemps. Je ne sais pas si le temps est parti pour cette émission, nous permettrait d'en parler. Allez-y. Prenons le cadre par exemple de la communauté Lendu et des communautés Hema. L'air différent dans des années qui précèdent de l'indépendance. Aux années 50 par exemple, alors qu'on avait le dernier administrateur belge en territoire de Djougou, je crois qu'il s'appelait Bonnet. Il a vécu ces différends entre les Lendu et les Hema. En 1975, on a connu une recrudescence entre les Lendu et les Hema, mais c'était plus politique à l'époque, où les notables Hema sont arrivés jusqu'à monter le régime de Mobutu, avec son parti unique contre les notables Lendu, disant que les Lendu ont créé un parti qu'on appelait Pelewe, pour dire Parti pour la libération des Walendu. Et les notables Lendu ont été arrêtés à grande échelle. Ceux qui étaient à Kinshasa, à Kisangani, des enseignants, ils ont été. Mais Mobutu n'était pas dupe à l'époque. Il a mené des enquêtes, il avait des services de sécurité capables de faire ça. Il s'est allé rendre compte que, mais non, c'est pas vrai. Et ils ont été libérés. Et donc ce n'est qu'un exemple que je donne, c'est un conflit du genre où un peuple voudrait coûte que coûte prendre le dessus sur les autres. Et c'est la révolte. Je vous dis par exemple la communauté Bira. C'est une communauté pas conflictuelle. Mais les jeunes se sont dit jusqu'à quand on va continuer à subir des trucs du genre des humiliations et ça révolte. Je ne défends pas les groupes armés, mais franchement, c'est ça le problème. Quand vous posez la question, le vrai problème, c'est cela. Vous avez votre champ. Vous avez vendu une partie, si vous aviez 10 hectares, vous avez vendu 2 hectares, tout en sachant que le 8 qui vous reste va vous servir, vous et vos enfants. Mais celui qui a acheté 2 hectares là, il fait tout pour en avoir gratuitement jusqu'à la moitié. Jusqu'à la moitié. Oui. Il peut arriver qu'il a des moyens. Et lui, il fait tout pour vous voler vos terres. C'est des dominations du genre comme ça.
La communauté Bira, par exemple, c'est un peuple agriculteur. Ils sont voisins avec les Hema qui sont élevés. Vous avez des bêtes, vous laissez délibérément les bêtes traverser pour aller détruire les champs des agriculteurs. Voilà. Et ça a révolté beaucoup de jeunes. Même dans la communauté Lendou, les jeunes disent que c'est ça qui les révolte. Et c'est quoi là la solution? La solution, je pense, c'est que les gens s'acceptent. Que les gens s'acceptent. Mais en fait, il y a des mariages entre eux. Les Hema, les Landou, les Bira. Mais ils se marient, non? Non, ça a beaucoup diminué. Ça a beaucoup diminué. Ils ne se marient plus. Ça a beaucoup diminué. Par contre, les Lendou vont encore chez les Hema, mais les Hema, ils sont rares chez les Lendou actuellement. Les Hema. Ouais. Et les Bira. Et les Bira, oui. Ça a beaucoup diminué les mariages. Il y a combien de communautés là-bas? Il y a beaucoup. Il y a bon, la communauté la plus peuplée, c'est la communauté Alou. Alou? Oui. Mais Alou n'a pas de groupe rebelle. La communauté Alou rivalise à terme de nombre avec les Lendou. Lendou? Oui. Les Lendou qui sont aussi majoritaires. Défendus par les Codeco. Non, voilà, ils disent défendre les... ils ne font pas les Codeco. Voilà. Il y a les Lougara. Bon, si je commence par exemple chez moi, à Djougou, il y a les Alou, à Djougou, il y a les Lendou, à Djougou, il y a les Hema, à Djougou, il y a les Mambisa, les Nyali, les Lessé, Alors, mais là, il faut s'accepter. Il faut s'accepter. Il faut accepter le vivre ensemble. Et mais là, oui, c'est qu'il y a eu beaucoup de réunions qui ont été organisées à Roue 1, à Roue 2. Et tout ça, toujours pas des solutions. Et est-ce que les politiques aussi ne tirent pas profit de ça? Je pense aussi que le problème, c'est cela. Je disais ici qu'il y en a qui veulent se faire la santé politique dans le sang. Lorsque vous faites le mal, curieusement, il y en a qui vont applaudir ce que vous faites mal. Ils vont applaudir et votre visibilité, ça accroît, quoi. Et ce qui n'est pas bon, malheureusement. Et donc, les tireurs de ficelles, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Lorsque, par exemple, vous avez appris, on a arrêté des opérateurs économiques. Il y en a un, par exemple, qui est déjà cheminé même jusqu'à Kinshasa. On l'a trouvé trappé dans le trafic d'armes, tout ça là. Il tire des dividendes. Il tire des dividendes, ça se voit parce que on commence à comment comprendre que la RNV7 est longée et par le groupe armé Zahir, Mapi, Codeco. Mais lorsque des gros camions, des grands commerçants passent, il n'y a jamais eu de problème. Vous allez apprendre qu'on a tiré sur les gens dans les transports en commun tels que des petites voitures. Mais les gros camions, ça n'arrive pas. Nous avons enquêté sur ce genre de questions et on a trouvé. Il y a des chauffeurs qui nous ont dit, non mais ces gens-là, ils payent la protection de leurs camions. Alors, vous avez appris récemment, le dernier rapport des experts des Nations Unies, on a cité des gens. On a cité des gens, y compris des députés, qui font protéger leur exploitation de l'or, par exemple. Avec, il y a aussi des exploitations minières là-bas. Exploitation artisanale et semi-industrielle à grande échelle. Et là, c'est là que vous allez trouver que les FARDC, par exemple, protègent les Chinois, les exploitants, tout. Et les armes, et tous ces groupes rebelles là-bas. Qui leur donnent des armes? Ils achètent ou? Ça encore, ils achètent. Le trafic d'armes, il y en a eu. Beaucoup de hauts officiers de FARDC ont comparé en Ituri, à chambre foraine. Ouais, c'est quand on dit chambre foraine, c'est en public, c'est pour que tout le monde sache ce qui se passe effectivement. On a eu des cas de procès comme ça. Donc, ils achètent. Et d'autres gagnent ça dans les combats. Quand vous posez la question, je me rappelle une fois, dans une mission où nous avons accompagné le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et action combattant, Codeco s'est dit, nous, on prend nos armes par la force. On ne va pas remettre
les armes comme ça. Nous sommes à bon terme avec le gouvernement, on accepte, on respecte tout ce que le gouvernement dit. Si on dit on arrête, on arrête. Mais malheureusement, on vient nous provoquer. Et là, quand on nous provoque, les gens qui viennent nous provoquer sont comme nous. Et ils ont des armes, nous avons des armes. Et là, quand on se bat, s'il y en a qui tombent, on récupère les armes. C'est comme ça que c'est ce qu'ils disent. Ça peut être vrai ou pas. Alors, merci. Donc la paix... La paix à Ituri, l'espoir est permis. L'espoir est permis. L'espoir est permis. L'espoir est permis. Je ne sais pas, il ne faut pas que j'aille à la conclusion avant que oui, allez-y déjà au niveau de la conclusion. L'espoir est permis. L'espoir est permis. Si par exemple, le gouvernement ougandais jouait le franc jeu. Le gouvernement ougandais. Si le gouvernement Ouganda joue aussi un rôle dans la déstabilisation. Très grand rôle, mais d'une manière maligne. Non, je vais vous dire, l'Ouganda, l'entreprise Total Énergie qui est ici à Kinshasa, a mené des prospections de pétrole dans le Graben Alberti, du côté congolais et l'Ouganda. Je ne sais pas par quelle magie, ils ont construit les usines d'extraction en Ouganda. Je pense dans 29 sites, on peut avoir autour de 400 puits du côté l'Ouganda, mais pas du côté du Congolais. Et pourtant, le pipeline qu'ils ont construit pour amener les briques dans l'océan Indien, ça tire sous le lac. Ça peut tirer jusqu'au côté de chez nous. L'Ouganda protège tous ces avantages-là. L'Ouganda. Oui. Alors que la RDC, ce n'est pas le cas. Est-ce que la RDC veille sur les frontières? Vraiment, est-ce que la RDC veille sur les frontières? Non, je ne crois pas. L'Ouganda protège tous ses intérêts. Aujourd'hui, par exemple, l'aéroport de Goma ne fonctionne pas. Le président Félix Antoine Tshisekedi avait proposé un aéroport à Bunia. Ça se construit, peut-être dans une année, on aura livré l'aéroport. Si on internationalisait cet aéroport-là, l'Ouganda connaît que ça va couper les avantages que tout l'Ituri offrait pour l'aéroport international de Deme. L'Ouganda protège ses intérêts parce qu'il y en a énormément. Tout l'or qui sort de l'Ituri prennent 3 directions. Soit le Rwanda, soit l'Ouganda, soit le Kenya. C'est compliqué. Alors, l'Ouganda joue un rôle très important dans la déstabilisation de l'Ituri. Alors, je disais, si l'on veut, par exemple, arrêter la CRP et que l'Ouganda jouait franc jeu dans sa diplomatie avec la RDC, parce que je suis parlementaire, il y a déjà 3 grandes missions de parlementaires dépêchées en Kampala, dont le président de l'Assemblée nationale a dirigé lui-même 2. Si l'Ouganda jouait franc jeu, l'Ouganda devait arrêter d'abord les animateurs là-bas. C'est ça. Et ils arrêtent ces gens-là. Et une fois on met la main sur la tête, le serpent, on le tue par la tête. On devait déjà faciliter. Pour voir si les groupes armés qui sont venus de Arou 2 disent vrai, pour qu'ils ne puissent pas exploiter la présence de la CRP comme la Libye qui leur permet de continuer à perpétrer des exactions. Voilà. Merci beaucoup, honorable député national Jean-Marie Ndiaye. Jean-Marie Ndiaza. Ndiaza, voilà. Jean-Marie Ndiaza, voilà. Excusez pour l'absus, pour ces éclaircissements. Nous vous aurons dans nos différentes interventions pour encore donner des plus amples informations par rapport à ça. Ouais. Merci. On va parler cette fois-ci des Doha Sissa. Tout de suite. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information.